Bienvenue dans votre journal Afrique. À la une ce soir, de violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 depuis vendredi dernier dans l'est de la RDC. Les combats s'intensifient malgré l'engagement de cessez-le-feu signé le 19 juillet dernier. Nous reviendrons sur la reconnaissance officielle de la guerre française au Cameroun. Comment faire en sorte que les Camerounais et les Africains en général se réapproprient cette page de l'histoire coloniale? Nous poserons la question à Christian Eboulé et son invité, Yves Minto-Ogué, historien et membre de la commission mixte franco-camerounaise. Enfin, nous irons dans les montagnes de Kabylie en Algérie, où des villageois perpétuent une tradition millénaire, l'extraction artisanale de sel. Malgré les difficultés, ces gardiens d'une pratique unique s'accrochent à leur héritage pour préserver leur mode de vie traditionnel. L'Est de la République démocratique du Congo s'embrase à nouveau. Depuis vendredi, de violents combats ont repris entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le cessez-le-feu signé il y a 3 semaines a volé en éclats, replongeant cette région meurtrie dans la crainte. Golnouch Barzégar et Emmanuel Marty. Avoir l'animation dans les rues de Bukavu, c'est comme si de rien n'était. Chacun semble vaquer à ses tâches quotidiennes dans les ruelles et dans les marchés. Mais derrière l'apparente normalité, la reprise des combats est dans tous les esprits et l'inquiétude palpable. Donnez-nous la paix, car on pleure beaucoup. Donnez-nous la paix, que nos enfants aient aussi l'occasion d'étudier. Quel est le problème entre nous? On ne sait même pas quel groupe tire les balles. Nous, les citoyens, on se demande combien de temps encore on va devoir réclamer la paix. La paix qui semble s'éloigner de nouveau. Malgré l'accord signé fin juin à Washington et la déclaration de principe pour un cessez-le-feu permanent signé le 19 juillet à Doha, les combats ont repris vendredi. Et depuis, les affrontements s'intensifient entre la coalition rebelle AFC M23 et les FARDC et leurs milices alliées, les Wazalendo, sur plusieurs lignes de front au nord et au sud Kivu, notamment dans le territoire de Walungu, à une centaine de kilomètres de Bukavu. Une percée dans la région permettrait au M23 d'accéder à Chabunda et Mwenga, deux territoires du sud Kivu riches en or et en minerais. Des combats qui se font aussi à coups de prise de parole publique, chaque camp accusant l'autre de violer le cessez-le-feu. Ces régimes poursuivent ses déploiements militaires ainsi que ses provocations et attaques. L'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, prend à témoin la communauté nationale et internationale et se réserve le droit de protéger les populations civiles ainsi que d'éliminer toute menace à sa source. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au nord Kivu et au sud Kivu. À Bukavu, la population ne peut que déplorer cette nouvelle escalade. Les deux partis ou les deux belligérants ne cessent de s'accuser mutuellement. Ce qui énerve tout le monde, c'est que c'est la population, la paisible population, qui continue à en payer le prix sans savoir le pourquoi. Une population déjà éprouvée par des mois de conflit. Selon l'ONU, depuis janvier, plus de 2 millions de personnes ont fui les violences dans les provinces du Nord et Sud Kivu, dans l'Est de la RDC. Constant Mutamba, l'ex-ministre congolais de la Justice accusé de détournement de fonds, fait face à ses juges. Devant la Cour de cassation, l'ancien garde des Sceaux a clamé son innocence. 10 ans de travaux forcés ont été requis. Le point avec notre correspondant Dadi Songozo. Les 19 millions de dollars qu'aurait détourné l'ancien ministre de la Justice font partie des 325 millions de dollars américains payés par l'Ouganda pour l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours en juin 2000 entre les armées rwandaises et ougandaises dans la ville de Kisangani. Depuis le début du procès le 9 juillet dernier, Constant Mutamba parle d'un complot politique contre sa personne. Dans sa dernière plaidoirie, il a plaidé non coupable. Donc ces 19 millions n'ont jamais été décaissés, touchés, je veux dire. Le ministre de la Justice n'a touché à aucun dollar de ce fonds. Mais dans la conclusion, le ministère public dit que le ministre de la Justice a détourné 19 millions. Je suis perdu face à ces syllogismes.
nommé il y a un an dans le gouvernement Soumina 1, Maître Constant Moutamba s'est attiré la défiance des magistrats pour son projet de réforme de la justice congolaise qu'il avait qualifié de malade. L'arrêt de la haute cour sera rendu le 27 août. Nous vous en parlions cette semaine. Emmanuel Macron a officiellement reconnu la guerre française au Cameroun. Comme dans de nombreux autres pays africains, la décolonisation des esprits reste un vaste chantier. Pourquoi les autorités et les populations camerounaises ne se réapproprient-elles pas l'histoire et la guerre d'indépendance dans leur pays? Nous allons tenter de répondre à ces interrogations en compagnie de Christian Eboulé et son invité Yves Mintogué, historien, chercheur de travaux portant notamment sur l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, et le mouvement nationaliste camerounais. Vous étiez l'un des membres de la commission mixte franco-camerounaise qui a travaillé sur ce sujet et bien évidemment nous avons tenté d'analyser tous ces points lors de cette interview. Mais pour débuter, on va tenter de faire un point historique. Christian Eboulé, pouvez-vous nous rappeler les grandes dates de l'histoire camerounaise et notamment de cette partie de l'histoire coloniale? Alors, comme on le voit sur le tableau qui s'affiche sur votre écran, eh bien, il y a d'abord cette fameuse conférence de Berlin qui s'est tenue entre 1884 et 1985, où les puissances coloniales européennes se sont partagées le continent. Eh bien, le Cameroun, à cette époque-là, s'écrivait avec un K et c'était un protectorat allemand. Ensuite, après la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne en 1916, ce territoire est devenu un condominium franco-britannique. Autrement dit, il était dirigé, la souveraineté appartenait à la fois à la France et la Grande-Bretagne. Alors, ensuite, le Cameroun va devenir un territoire sous mandat, d'abord, des Nations Unies, puis sous tutelle sous mandat de la Société des Nations, attention, et puis sous tutelle des Nations Unies, jusqu'à l'aube des indépendances, en 1960, et entre-temps, en 1948, il y aura la création de ce fameux parti, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, et en 1955, les autorités coloniales françaises vont décider d'une lutte radicale pour éradiquer l'UPC, et finalement, c'est l'objet de la commission à laquelle appartenait Yves. Avant de poursuivre cette histoire, je vous propose d'écouter ce qu'Achille Mbembe dit de la nécessité de la réappropriation dont parlait Namori tout à l'heure. On l'écoute et on en parle tout de suite après. Je souhaite pour ce pays, comme pour d'autres qui sont en crise, je souhaite que ces peuples recouvrent la capacité interne, la volonté interne de se réconcilier, de mettre fin aux divisions très profondes qui les écartèlent et de se mettre debout pour le compte du continent tout entier en relançant effectivement le projet d'émancipation, le projet de liberté. Ce choix qui doit par définition être démocratique, c'est-à-dire être issu de la volonté générale du peuple camerounais et éventuellement du peuple africain. Yves Mintogué, quelles étaient les missions de la commission mixte franco-camerounaise à laquelle vous avez participé et surtout comment est-ce que vous avez travaillé? Alors, la commission avait deux volets. C'était sa première innovation. Il y avait un volet recherche qui était chargé de produire un rapport sur la responsabilité de la France dans les violences qui se sont produites au Cameroun durant la période de la décolonisation. Un rapport qui devait donc informer éventuellement la décision gouvernementale en France et au Cameroun. Et puis il y avait un volet artistique et culturel dont l'objectif était de produire un certain nombre d'éléments didactiques et artistiques susceptibles de contribuer plus tard à un travail, à une création artistique qui contribuera en quelque sorte à une espèce de réconciliation entre les deux pays. Et le volet culturel a surtout, dans ce cadre-là, fait un travail de collecte des témoignages des acteurs camerounais de la lutte d'indépendance en allant dans les villages récolter leurs témoignages sur ce qui s'est passé. Christian Eboulé. Oui, alors, si on revient à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, pourquoi est-ce que les autorités coloniales vont décider de cette lutte radicale, éradiquer
l'UPC, c'était l'objectif. Pour quelle raison? Alors, sans doute parce que l'UPC a été le premier mouvement au Cameroun, et sans doute d'ailleurs le seul, jusqu'aujourd'hui je pourrais dire, qui a conçu, développé l'idée du Cameroun en tant que communauté politique, un ensemble de populations d'origine et de cultures diverses, unies par une expérience coloniale commune, l'oppression, mais également une mémoire de la résistance depuis la traite, l'esclavage et tout. Il y avait tout un récit historique sur cela. Et puis, elle a mis au centre de cette construction l'idée que l'émancipation, la lutte pour l'émancipation, la lutte contre toute forme d'oppression et pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations-là devait être l'idéal autour duquel la communauté politique devait se bâtir. Alors, il y a eu la remise du rapport et cette semaine, une lettre du président Macron à son homologue camerounais. On imaginait que les choses allaient peut-être aussi bouger côté Cameroun. Comment on explique cet attentisme? Rien n'a bougé, alors qu'en France, il y a cette lettre qui pose quand même un certain nombre de choses. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient expliquer ce qui se passe au Cameroun. La première, c'est que c'est peut-être le seul pays dans cette situation-là. Le Cameroun est un pays où c'est ceux qui avaient combattu l'indépendance qui en ont hérité. On parlait tout à l'heure de la décapitation de l'UPC. C'est ceux qui, aux côtés de l'armée française et des autorités françaises, ont combattu l'indépendance, qui l'ont gérée par la suite. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il y a eu un travail. La guerre ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu un travail de transformation de la guerre en mode de gouvernement qui a terrorisé pratiquement les populations dans le pays. Il est difficile pour les autorités camerounaises facilement de mettre en avant la mémoire de l'UPC. Je pense qu'on sera obligé de le faire, mais ça va être un tout petit peu compliqué. On pourrait revenir là-dessus si vous avez du temps. Alors Yves Mintogué, malheureusement, le temps file et on manque de temps. Que faut-il faire pour que les populations camerounaises et plus généralement les populations africaines se réapproprient cette page d'histoire, cette page de leur histoire? Alors, la première chose, c'est qu'il faut rappeler, et je pense que les Camerounais s'en rendent de plus en plus compte, que cette page d'histoire qui est la plus féconde de leur pays, la plus riche, reste la référence centrale dans la façon dont les Camerounais s'imaginent en tant que sujet politique. Et il y a suffisamment de ressources dans l'imagination, de ressources imaginaires, politiques, culturelles et symboliques, dans ce qui s'est passé, ce que l'UPC a essayé de construire pour que les Camerounais se conçoivent comme une communauté autonome décidée à faire l'histoire pour son propre compte. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose qu'on ait commencé par Achille Mbembe, parce que Achille et toute la pensée d'Achille, comme beaucoup d'autres intellectuels ou artistes camerounais, est un de ceux qui ont puisé dans le gisement symbolique de la mémoire nationaliste pour construire pratiquement toute sa pensée politique. Donc, il faudra que les jeunes comprennent que s'il n'y a pas un lien avec cette histoire-là, il sera difficile que le Cameroun sorte du marasme. Christian Eboulé. Le Cameroun, justement, s'apprête à affronter des échéances électorales importantes. Beaucoup considèrent que tant que cette histoire n'est pas réappropriée par les populations, pas de perspective d'avenir. C'est votre cas également ? Oui, mais je pense qu'on est au cœur du débat sur cette mémoire-là. Le Cameroun est devenu aujourd'hui un pays où beaucoup d'Africains se gaussent aujourd'hui du Cameroun en disant que les Camerounais ne se battent pas, ne se soulèvent pas. Mais est-ce que les Africains, beaucoup ne comprennent pas, c'est que le niveau de terreur qui a été mobilisé pour transformer les Camerounais en un peuple passif, il n'y a aucun autre peuple d'Afrique francophone qui l'a connu. Dans les années 50, les Camerounais étaient le peuple le plus remuant et considéré comme le plus évolué politiquement en Afrique francophone. Comment se fait-il qu'un peuple qui a animé un mouvement politique aussi dynamique que celui dont nous venons de parler soit devenu ce que nous disons? La raison se trouve dans cette histoire, en réalité. Malheureusement, il nous manque du temps. On reviendra sur cette histoire la prochaine fois. Messieurs, merci infiniment d'avoir évoqué cette question de la réappropriation de l'histoire par les Camerounais et plus généralement par les Africains. Nous en reparlerons dans le Journal Afrique de TV5 Monde. Merci à tous les deux. Après 3 mois de détention, notre confrère directeur de la publication du média centrafricain, le quotidien de Bangui, a été remis en liberté provisoire il y a 3 jours. Plus de détails avec notre correspondante Mariam Koné. Après 94 jours en prison, le journaliste Landry Nguema est enfin libre. Arrêté en mai, le directeur de publication du journal Le Quotidien de Bangui a d'abord été poursuivi pour
complicité de rébellion, diffusion d'informations tendant à causer des troubles à l'ordre public, mais aussi incitation à la haine ou à la révolte. Le mois dernier, en juillet, les charges ont été requalifiées en délit de presse. Malgré une liberté de mouvement retrouvée il y a 3 jours, le journalisme a confié craindre des représailles. J'ai beaucoup peur de ma sécurité. Je crains d'être assassiné à tout moment. C'est pourquoi je n'ai pas voulu rentrer chez moi pour ne pas exposer ma petite famille. À l'origine de l'interpellation de Landry Nguema, un article publié en avril dernier. Le papier portait sur la présence à Bangui de l'ancien président François Bozizé, ciblé par un mandat d'arrêt international pour de possibles crimes contre l'humanité. Selon le vice-président de l'Union des journalistes centrafricains, Jean-Fernand Coena, le cas de Landry Nguema illustre l'usage abusif de l'appareil judiciaire pour faire taire les voix critiques en Centrafrique. Toujours selon lui, plusieurs journalistes centrafricains comme Blaise Yakpe sont poussés à l'exil et ceux des radios communautaires travailleraient dans la psychose. En Algérie, dans la région de Kabylie, des villageois perpétuent l'ancienne pratique de l'extraction du sel. Cette zone particulièrement rocheuse et escarpée abrite une sekka, un marais salant naturel en altitude, qui est exploité par des villageois depuis l'époque romaine. Voyez ces images commentées par Carole Valade et Emmanuel Marty. Dans le nord de l'Algérie, les montagnes kabyles cachent un trésor immaculé et scintillant. Le sel de Belayel se récolte à la force des bras sous un soleil de plomb. Il fait chaud aujourd'hui, il fait 47 degrés. Mais nous tenons bon et nous nous battrons pour préserver ce travail si Dieu le veut. Car la chaleur permet l'évaporation de l'eau salée qui jaillit des sources en altitude et la récolte des précieux cristaux suivant une technique artisanale et multiséculaire. D'après ce que m'ont raconté les anciens, il y avait autrefois un souk juste à côté. Les personnes venaient de Djurdjoura, Zemmoura, Ouled Aïdel et de Borjbou Haririj pour faire du troc. Le sel de Kabylie faisait alors la prospérité de la région. Ils l'exportaient même à l'étranger. Après l'arrivée des Romains et des musulmans, le sel a été exporté vers plusieurs régions d'Afrique et même d'Europe. On l'utilisait aussi dans la fabrication du cuir et dans la médecine, car il contient de très bons minéraux pour la santé. Aujourd'hui, rares sont ceux qui bravent encore les ravins escarpés menant au Sebra, le marais salant. En arabe, on l'appelle Sebra, et en langue amazigh, on l'appelle Tamlet. Nos ancêtres nous ont laissé cette tradition. Nous y travaillons toujours. Nous nous efforçons de la transmettre de père en fils. On essaie d'apprendre le métier à nos jeunes, car nous en dépendons pour notre subsistance. Pénible et peu rentable, la profession n'attire guère. Les saliculteurs de Belayel sont les derniers gardiens de ce savoir-faire et de ce patrimoine qui s'éteint progressivement. Les suites de l'afro-basket masculin en Angola. Dans le choc du jour, le Sénégal s'est incliné 77-91 face à l'Égypte. Le Mali a battu l'Ouganda 85-72. Quant au Soudan du Sud, il a battu la Libye 115-52. La Guinée a affronté ce soir l'Angola et s'est incliné 60-67. 4 rencontres sont à suivre demain. Nigeria-Tunisie, Rwanda-RDC, Cameroun-Madagascar et Cap-Vert-Côte d'Ivoire. Après le basket, le foot avec le CHAN. Dans le groupe A, le Maroc a battu la Zambie 3-1. Le match Angola-RDC a tourné à l'avantage des Congolais 2-0. 2 rencontres sont à suivre demain dans le groupe C. Guinée-Algérie et Niger-Afrique du Sud. Zoom ce soir sur le football africain et ses inégalités économiques. Le classement 2025 des clubs les plus valorisés du continent reste dominé par 3 pays. Mais qu'en est-il du talent exceptionnel de l'Afrique de l'Ouest et centrale? Décryptage de ces disparités qui interrogent l'avenir du foot et du ballon rond africain avec Pierre Desorgues. Bonsoir Pierre. Bonsoir Lamoury. Alors c'est un des marronniers des médias sportifs du continent. Savoir qui est le club le plus riche
proche du continent. 2 médias anglophones africains, Pulse et Sportbot, nous apportent la réponse. Ah oui, Namouri, et selon eux, sur l'année 2024, le club le plus riche du continent est le Mamelodi Sundowns Football Club, le club de Pretoria, 18 fois champion d'Afrique. Il a participé à la dernière Coupe du Monde des clubs. Sa valeur avoisine les 39 millions de dollars. Alors ce n'est pas réellement une surprise. Le propriétaire n'est pas un inconnu du monde du football africain. Il est fortuné, mais surtout il est le patron de la CAF, la Confédération africaine de football. C'est Patrice Motsepe. Alors si on regarde ces classements de plus près, Pierre, sur les 10 clubs les plus riches, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que 3 championnats dominent outrageusement ces classements. Alors parmi les 10 clubs les plus riches, on trouve 3 clubs marocains, 2 clubs sud-africains et 3 clubs égyptiens. Alors Al-Ahly, c'est le club égyptien le plus puissant, 43 fois champion d'Égypte, 12 Ligues des champions africaines au compteur, c'est pas mal. Il est le deuxième club le plus riche du continent avec une valorisation de 38 millions de dollars. C'est un monument du football africain de clubs. Alors les clubs marocains, ils sont très bien classés. Leur valorisation, elle est entre 23 et 15 millions de dollars. Alors comment expliquer la domination de ces 3 championnats, Pierre ? Alors pour répondre à cette question toute simple mais importante, nous avons contacté le journaliste Enif Benberkan, très bon connaisseur du football africain. Ils ont énormément d'investisseurs qui s'intéressent au football local dans ces pays-là. En Égypte, on sait l'importance dans la société, c'est un peu la même chose au Maroc. Et en Afrique du Sud, c'est un peu l'Eldorado pendant un moment du football africain, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs étrangers notamment qui se sont intéressés au football sud-africain, donc il y a eu des investissements. Et à une époque où le football africain était un peu en retard avec beaucoup de disparités, ces pays-là et ces investisseurs-là ont réussi à faire des différences et ça s'est traduit par des résultats sportifs. Alors, une première conséquence de ces investissements très visible, les joueurs locaux ne partent pas en Europe, Namouri. C'est ainsi que 95% des joueurs de l'équipe nationale égyptienne jouent dans le championnat égyptien. On peut dire la même chose un peu de l'Afrique du Sud. Dans le 11 titulaire sud-africain à la dernière CAN, 7 joueurs venaient du club de Pretoria, Mamelodi Sundowns. Autre domaine ou sujet qui interroge, Pierre, l'absence de clubs d'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est dans ces classements. Et oui, regardons cette carte, elle est très parlante d'Namouri. Même le tout-puissant Mazembe, qui est un monument du football africain. En RD Congo, 3 fois vainqueur de la Ligue des champions africaine, propriété de Moïse Katumbi, et absent carrément de ce classement. Alors pourtant, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, elles ne manquent pas de talent. La meilleure preuve, c'est que le meilleur joueur africain de l'année élu par la CAF, et il est nigérian, c'est Ademola Lookman. Alors pourquoi une telle absence ? On écoute à nouveau Enif Benberkan. Pour d'autres pays comme le Sénégal ou par exemple la Côte d'Ivoire, c'est des pays qui forment des joueurs, c'est-à-dire que les joueurs ne restent pas au pays. Le championnat local ivoirien ou bien sénégalais, il y a énormément de jeunes joueurs qui partent en fait sur le continent européen. Je pense à Génération Foot, qui est un club pro et qu'on connaît de par son lien avec le FC Metz, mais le Génération Foot n'a pas vocation finalement à être compétitif en championnat parce qu'ils survivent grâce aux transferts qu'ils font vers l'Europe. C'est un peu la même chose avec la Côte d'Ivoire et la SEC Mimosa qui sort régulièrement des joueurs vers l'étranger, notamment vers les pays scandinaves. Ce sont des clubs qui font leur argent, entre guillemets, sur le fait de former des joueurs et de les envoyer en Europe. Alors Pierre, quelles sont les pistes à explorer pour redorer le football de club africain ? Il y a une première piste qui est très très importante, Namouri. Ça passe par une plus grande stabilité de ces championnats. Il faut que ces championnats dans ces pays-là aillent à leur terme. C'est le seul moyen vraiment d'attirer les investisseurs, le sponsoring, les droits de diffusion. On se souvient qu'en 2023, le championnat national professionnel de RD Congo a dû être interrompu faute de moyens. La RD Congo est quand même un sous-continent important avec une ferveur autour du football qui est quand même très très importante. La société chargée d'assurer les déplacements des équipes professionnelles avait fait carrément faillite. Alors on se souvient qu'en 2022 aussi, les clubs gabonais avaient été suspendus par la CAF, la Confédération africaine de football, de Ligue des champions, car tout simplement il n'y avait plus de championnat. Alors en Afrique centrale, la crise du football de club elle est très très aiguë, même si quelquefois les équipes nationales ont des bons résultats. Alors
la RD Congo, la République du Congo, ils ont décidé de miser sur le sponsoring, de miser sur du sponsoring auprès de clubs européens. Hein. On connaît très bien ce qui s'est passé avec l'AS Monaco, la RD Congo, le Milan AC avec la RD Congo toujours. Et là, récemment, Lyon a signé un accord avec la République du Congo. Michel Kang, la présidente, était avec le président Sassou Nguesso pour signer cet accord. Et à chaque fois, il y a un mot qui revient dans ces contrats. C'est une sorte de promesse de développement du football local. Et le problème, c'est que les acteurs locaux, ils voient passer ces millions de dollars d'argent public aller vers ces clubs européens. Et pour eux, ils crient tout simplement à la gabegie financière. Reste à savoir si ces promesses se concrétiseront généralement et en réalité pour le foot africain. Merci Pierre, je rappelle qu'on peut retrouver un article détaillé à ce sujet sur le site tv5monde.com. Merci à vous. Merci Namouri. Ainsi va l'actualité sur le continent. Retrouvez tous nos contenus consacrés à l'actualité africaine sur notre site grâce au QR code qui s'affiche sur votre écran. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.